Bonjour et bienvenue dans le replay de ce webinaire consacré à l'étape du diagnostic de son établissement scolaire dans le cadre d'un projet d'éducation au développement durable. En raison d'un petit problème technique, l'enregistrement qui a eu lieu au mois de novembre n'a pas fonctionné. Donc, nous l'enregistrons à nouveau, malheureusement sans participants, mais avec l'essentiel du contenu qui avait été abordé. Et donc, je vais vous donner aujourd'hui les clés pour pouvoir dresser l'état des lieux de votre établissement avec une implication active de vos élèves. Avant de commencer, je me présente. Je suis Nova Roux. Je suis chargée de mission éco-école pour les académies de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de la Guyane en Outre-mer. Et je suis également référent pour toutes les questions d'ingénierie pédagogique et de formation. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la deuxième étape de la méthodologie éco-école. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel de ce qu'est éco-école pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas encore bien le programme. Éco-école, c'est un programme international d'éducation au développement durable. Donc, c'est la déclinaison en France d'un programme qui s'appelle EcoSchools et qui a été créé par la Foundation for Environmental Education et qui va accompagner les établissements scolaires de la maternelle au lycée pour les aider à monter des projets d'éducation au développement durable qui vont reposer sur, d'une part, une participation active des élèves, des enseignants et des acteurs du territoire, et d'autre part, sur la mise en œuvre d'une méthodologie de projet, donc qui s'inspire d'une méthodologie de projet assez classique, mais qui va être adaptée aux circonstances des établissements scolaires que nous accompagnons. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième étape de la méthodologie, qui est donc le diagnostic. Et donc, on verra donc, dans un premier temps un rappel méthodologique sur ce qu'est le diagnostic, comment chez Ecoécole on le décompose. Il n'y aura pas évidemment d'activité collaborative, mais je vais vous décrire un petit peu l'activité puisque ça peut être quelque chose d'intéressant à reproduire dans votre établissement scolaire et à proposer éventuellement soit à vos collègues, soit aux élèves. Je vous présenterai ensuite quelques exemples de projets pour vous servir un petit peu d'inspiration. Donc, c'est des exemples de projets qui sont directement issus de dossiers de labellisation qui ont été étudiés les années précédentes. Je vous présenterai également les outils qui ont été créés par Ecoécole pour vous accompagner sur cette étape de diagnostic. Et enfin, je vous partagerai de façon différée donc, le témoignage de Monsieur Roche qui nous présente un petit peu le diagnostic qui a été réalisé par les élèves de son collège à Taravao, le collège de Taravao, pardon, à Afaïti, en Polynésie française, et donc les élèves qui se sont intéressés à un îlot corallien qui avait été dévasté à la suite d'une tempête. Et donc, à titre introductif et de rappel, le diagnostic, en quoi ça consiste? Donc, ça va consister à faire un état des lieux sur la situation initiale de votre établissement scolaire, sur la thématique de travail que vous avez choisi. Donc, petit rappel, chez Ecoécole, on incite les établissements scolaires à choisir une thématique de travail par an parmi 8 thématiques qui vont de l'alimentation aux solidarités, en passant par la biodiversité, les déchets, etc. Et donc, il est extrêmement important de réaliser ce diagnostic pour deux raisons principales. Le premier objectif, ça va être de permettre de comprendre la situation initiale de votre établissement scolaire, à la fois sur son fonctionnement et sur le niveau de connaissance des élèves sur la thématique de travail, sur les différents enjeux que vous souhaitez aborder. Et également, ça va vous permettre d'identifier ce qui est déjà existant, d'identifier les besoins et donc ça vous permettra ensuite de choisir des actions pertinentes
pour y répondre. On recommande en général de réaliser ce diagnostic en début de projet, donc idéalement au premier trimestre, puisque ça va vraiment être cette étape qui va servir de base aux actions que vous allez mener par la suite. Et donc le diagnostic se déroule en quatre grandes étapes, pardon. Donc la première étape va consister à s'interroger, donc c'est ce qu'on appelle nous chez EcoEcole l'étape des questionnements. Et donc il va s'agir en fait avec vos élèves de vous interroger sur les grands enjeux liés à l'éducation au développement durable et faire le lien entre ces grands enjeux internationaux et la situation concrète de votre établissement scolaire. On vous recommande, donc, comme je le disais juste avant, de vraiment vous concentrer sur une thématique pour votre diagnostic parce que ça vous permettra de pouvoir vous intéresser à un maximum d'enjeux de cette thématique et de proposer des actions qui sont cohérentes entre elles. Chaque thématique va être très riche et vous permettre d'explorer plein de sujets variés. Et on vous recommande également, au possible, de faire un diagnostic le plus complet possible, mais vous pouvez évidemment vous concentrer seulement sur certains sujets, seulement certains enjeux qui vous paraissent particulièrement pertinents au regard soit des intérêts des élèves, soit des besoins que vous identifiez en amont dans votre établissement scolaire. Vos questionnements doivent prendre en compte, je l'ai mentionné très rapidement juste avant, les aspects qui sont liés à la fois au fonctionnement et à la gestion de l'établissement, mais aussi les enjeux qui sont liés au volet plutôt sensibilisation et niveau de connaissance, niveau d'information des élèves, mais pas seulement. Il est aussi important, en tout cas à minima intéressant, de se demander le niveau de sensibilisation et d'information des personnels de l'établissement qui peuvent être également un public cible des actions de sensibilisation que vous mènerez ensuite. Et donc, pour prendre un exemple sur une thématique qui est vraiment plébiscitée par beaucoup d'établissements scolaires, surtout en cas de première demande de labellisation, donc la thématique des déchets. Si on prend l'idée d'un grand enjeu sur la thématique des déchets, donc ça pourrait être la thématique, enfin le thème, le sujet de la production de déchets, et donc en questionnement pour faire le lien avec la situation de son établissement scolaire, on pourrait se demander quels déchets sont produits dans notre établissement, dans notre école, notre collège ou notre lycée, et quel est leur volume. Si on prend par exemple comme grand enjeu la question du tri des déchets, un questionnement pourrait être: est-ce que les élèves connaissent bien les consignes de tri et que deviennent nos déchets alimentaires à la cantine? Et enfin, dernier exemple, si on s'intéresse à la question de la réduction des déchets, un questionnement pourrait être: avons-nous mis des actions en place pour réduire la quantité de déchets que nous produisons? Et donc, ce temps de réflexion sur les questionnements, on vous recommande de le mener avec les élèves. Ça peut être, par exemple, par le biais d'une discussion en classe, d'une discussion en réunion de comité de pilotage. Ça peut être aussi, par exemple, de leur confier un travail de recherche documentaire pour préparer cette phase de diagnostic. Et ça va leur permettre, en fait, d'identifier ce qu'ils connaissent déjà ou non du fonctionnement de leur établissement et de pouvoir savoir en fait sur quels aspects ils vont ensuite aller enquêter, de quelles informations ils vont avoir besoin pour répondre aux questions qu'ils auront identifiées pendant cette phase-là. Évidemment, comme pour toute étape de méthodologie DDD, le niveau d'implication des élèves peut varier selon leur niveau. Donc, on ne va pas demander le même niveau d'implication dans le diagnostic à des élèves de maternelle qu'à des élèves de lycée. Et donc, par exemple, pour des élèves de maternelle, cette phase de questionnement sera plutôt menée par les enseignants en amont et ensuite des enquêtes seront proposées aux élèves, alors qu'à partir du niveau collège et même lycée,
on va pouvoir là vraiment les impliquer plus tôt dans le processus de diagnostic avec justement ces réflexions de recherche documentaire et le choix aussi des différentes enquêtes qui pourront être menées. Et donc, la deuxième étape est l'étape de l'enquête. Donc, il s'agit d'observer et d'analyser autour de soi ce qu'il se passe dans l'établissement scolaire. Donc là, c'est une étape qui va vraiment se dérouler sur le terrain. Donc la première étape, c'était plutôt une étape préparatoire où on va discuter, échanger, etc. Là, il s'agit vraiment de se mettre en mouvement pour aller rechercher directement les réponses à vos questionnements au sein de votre établissement scolaire. Là, encore une fois, le degré d'autonomie peut être adapté selon les élèves avec lesquels vous travaillez, selon les cycles avec lesquels vous êtes amené à travailler. Vous pouvez par exemple créer des petits groupes qui peuvent se répartir les éléments sur lesquels ils vont enquêter et choisir comment ils vont enquêter, quelles méthodes d'enquête ils vont pouvoir utiliser, de quels outils ils vont avoir besoin, quelles sont les personnes ressources qu'ils et elles peuvent solliciter pour obtenir des réponses, à quel moment de l'année ils vont aller enquêter, etc., etc. Et donc, sur la question des méthodes d'enquête, chez Ecoécole, on en a identifié 4 grandes catégories. Il en existe évidemment davantage et vous pouvez créer vos propres méthodes d'enquête. Mais donc, les 4 que nous avons identifiées et que nous recommandons aux établissements scolaires inscrits au programme, c'est l'observation, la réalisation de mesures, la création de sondages et la réalisation d'interviews. Et donc, on formalise par les verbes observer, mesurer, sonder et interviewer. Et donc, pour continuer l'exemple sur la thématique des déchets, on pourrait par exemple observer les installations et les équipements de collecte de tri des déchets qui sont présents ou non dans les différents espaces de l'établissement, dans la cour, dans les salles de classe, à la cantine, etc., etc. On pourrait mesurer sinon le volume des déchets qui sont produits à la cantine ou dans les salles de classe sur une période donnée. Dans la plupart des dossiers de labellisation qu'on étudie, ces mesures vont avoir lieu à plusieurs moments de l'année sur une journée ou peut-être une semaine, selon les déchets qui vont être analysés et selon le temps et la volonté et les circonstances de chaque établissement scolaire. Et donc là, ces mesures vont être réalisées au moyen de peser des déchets. Donc ça peut être peser les sacs poubelles avec une petite balance à bagages, par exemple. Ça peut être aussi des mesures en volume, donc en litres, dues à l'aide d'un gâchimètre, par exemple, qui serait installé à la cantine, pour vraiment visualiser la quantité de déchets alimentaires, par exemple, qui sont produits. La troisième méthode, ça va être de sonder les membres de l'établissement sur leur connaissance des consignes de collecte de tri. Donc là, ce sondage va pouvoir s'adresser en priorité aux élèves, mais ça peut être intéressant, comme je l'ai mentionné juste avant, de l'adresser également au personnel, parce que plus les personnels seront formés à ces consignes de tri, plus ils pourront ensuite les transmettre aux élèves et donc s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et soit au même niveau de sensibilisation. Il arrive d'ailleurs parfois que dans les établissements scolaires, les élèves soient même davantage sensibilisés que certains personnels, ils soient vraiment moteurs pour reprendre les adultes qui font des erreurs, etc. Ce sondage, il peut donc faire l'objet d'un questionnaire. Donc là, les élèves peuvent être impliqués de 2 façons dans la réalisation de sondages. Ils peuvent être impliqués de façon un petit peu passive, entre guillemets, en étant les destinataires du sondage. Donc là, ce serait par exemple des enseignants ou des personnels qui vont créer ce sondage et les adresser aux élèves. Donc ça, c'est à privilégier par exemple pour des élèves de maternelle ou de niveau élémentaire. Et ensuite, à partir du niveau collège-lycée,
on va pouvoir les impliquer de façon plus active dans ces sondages, donc ils vont pouvoir contribuer à l'élaboration du sondage, réfléchir aux questions qui vont être posées, éventuellement aller les poser directement à leurs camarades, ou alors il peut ensuite faire l'objet d'une diffusion, par exemple via l'ENT ou dans les carnets de liaison, etc., en passage en classe, selon la méthode qui va être privilégiée. Enfin, la dernière méthode d'enquête va être d'interroger les personnes ressources, donc de mener des interviews. Et donc là, sur la thématique des déchets, en lien avec cette question du gaspillage alimentaire, on pourrait imaginer que les élèves vont interviewer le personnel de cantine ou le personnel d'entretien des locaux sur la gestion et le devenir des déchets au sein de l'établissement. Là encore, le degré d'implication des élèves peut être modulé. Donc, les questions d'interview peuvent être pensées en amont par des adultes pour des élèves qui sont plus petits, et à ce moment-là, ils iraient seulement poser les questions et recueillir les réponses. Ou alors, ils peuvent déjà en amont réfléchir aux questions qu'ils iront poser au personnel concerné. Ces enquêtes, une fois que vous les aurez réalisées, vous allez pouvoir collecter des données. Vous allez pouvoir collecter des données subjectives, donc souvent avec le sondage, les interviews, etc. Mais vous allez pouvoir aussi collecter des données précises, des données chiffrées, et qui vont servir en fait d'indicateurs de suivi. Donc là, on anticipe un petit peu sur l'étape 4 de la méthodologie sur l'évaluation, mais c'est très important d'avoir fait cette première mesure en début d'année, puisqu'ensuite vous pourrez confronter vos évaluations de fin d'année avec cette première évaluation en amont de l'action pour vraiment voir l'impact que votre action aura eu sur, par exemple, le volume de déchets qui est jeté de façon hebdomadaire, sur le niveau de connaissance des élèves, des personnels, des consignes de tri, etc., etc. Et donc, à l'issue de votre... hop, je passe juste les petites slides. Voilà, donc à l'issue de votre diagnostic, vous allez faire des découvertes. Nous, chez Ecoécole, on appelle ça des constats. Donc, en fait, c'est vraiment ce que vous allez constater à l'issue de vos enquêtes, de positif ou de négatif. Donc, en fait, c'est vraiment le résultat de cet état des lieux. Ça va être vraiment de se dire, OK, par exemple, sur la thématique des déchets, on s'est rendu compte qu'on produit trop de déchets alimentaires avec 6 kilos de déchets alimentaires jetés chaque jour à la cantine. Et en revanche, par exemple, quelque chose de positif, ça pourrait être, on a déjà des installations de tri dans l'établissement scolaire, on a des poubelles à papier spécifiques dans les classes, on a des poubelles de tri dans la cour et dans les autres espaces de l'établissement. En revanche, là où on pourrait améliorer les choses, c'est que seulement 30% des élèves connaissent bien et respectent bien les consignes de tri et de collecte des déchets. Un autre exemple, ça pourrait être de se dire, par exemple, qu'il y a effectivement un composteur qui est présent dans l'école, mais que les personnels, par exemple, ne sont pas forcément formés à son utilisation, et donc que le compost a tendance à ne pas se transformer et pouvoir être ensuite réutilisé pour revaloriser, par exemple, pour du jardinage, etc. Et donc, peut-être là, le constat, ça va être de se dire qu'il y a un besoin de former les personnels de l'établissement pour avoir un compost sain. Une fois que vous avez réalisé vos enquêtes, on vous conseille donc de prendre le temps de faire le bilan de ces enquêtes avec les élèves, en échangeant déjà sur le déroulement des enquêtes, savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui leur a plu, etc., pour vraiment aussi avoir une valeur ajoutée de l'intérêt pédagogique du diagnostic, mais ça, on y reviendra juste après. Et vous allez pouvoir donc tous et toutes ensemble mettre en commun les résultats que vous avez obtenus et les analyser pour pouvoir justement aboutir à ces constats.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter un compte-rendu de votre diagnostic qui vous servira un petit peu de photo de départ de la situation de votre établissement tel qu'il était au démarrage du projet. Et enfin, dernier conseil, n'hésitez pas à communiquer au sein de l'établissement les résultats de votre diagnostic pour que tous les élèves et les personnels aient un petit peu une idée d'où vous partez et où est-ce que vous souhaitez aller ensuite avec vos actions. Ça peut être par exemple d'afficher les résultats de vos déchets, de vos pesées pardon, de déchets alimentaires à la cantine à la vue de tous et toutes dans le couloir d'attente de la cantine. Et puis, ça peut éventuellement être accompagné, par exemple, d'une petite boîte à idées pour anticiper l'étape du choix des actions. Et donc, la dernière étape du diagnostic, le dernier point, ça va être le fait d'identifier des axes de travail possibles. Chez EcoEcole, on utilise le terme de piste d'amélioration. Et donc là, ça va être vraiment les axes prioritaires et concrets sur lesquels vous souhaitez travailler pour améliorer la situation au sein de l'établissement. Et donc, ça va être ces pistes d'amélioration qui vont vraiment constituer les premières pierres de votre futur plan d'action qui vont guider le choix des actions que vous allez mettre en œuvre. Et donc, si on continue sur l'exemple de la thématique des déchets et qu'on reprend un petit peu les enquêtes et les constats qui ont été faits sur le gaspillage alimentaire. Donc, pour rappel, le premier constat, c'était nous produisons trop de déchets alimentaires avec 6 kilos jetés chaque jour à la cantine. Une piste d'amélioration, ça pourrait être engager des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine. Sur la question de niveau de connaissance des élèves des consignes de collecte et de tri des déchets, donc on avait vu que seulement 30% des élèves connaissent et respectent bien les consignes de collecte et de tri des déchets. Donc là, la piste d'amélioration, ça pourrait être de mieux communiquer au sein de l'établissement sur les consignes de collecte de tri. Et sur le dernier constat, sur la présence du composteur, mais le fait que les personnels de l'établissement ne connaissent pas bien les meilleures façons de gérer ce compost, eh bien, ça pourrait être comme piste d'amélioration de s'entourer de professionnels pour former l'équipe éducative aux bonnes pratiques de compostage. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le diagnostic idéal, entre guillemets, avec les 4 étapes qui sont vraiment préconisées pour pouvoir vraiment suivre le processus de bout en bout, de faire le lien avec les enjeux, les grands enjeux du développement durable, l'appliquer à son établissement scolaire, une implication active des élèves, une participation active et vraiment une mobilisation de compétences des élèves aussi, d'observation, d'analyse, d'expression, etc. Mais évidemment, selon les personnes qui peuvent être impliquées, selon le temps qui est imparti, selon le nombre d'élèves aussi qui sont intéressés, qui peuvent être sollicités, vous pouvez adapter le niveau d'approfondissement de votre diagnostic. Vous pouvez, comme je le disais, zapper un petit peu la question des questionnements ou en tout cas le préparer en amont entre adultes ou juste un enseignant qui va un petit peu pré-mâcher le travail pour les élèves. Vous pouvez vous contenter de faire une seule enquête principale avec les élèves. Vous pouvez même décider directement, si vous connaissez relativement bien le fonctionnement de votre établissement, vous contenter de faire l'étape des constats. Donc, vous vous réunissez tous autour d'une table et vous vous dites, OK, qu'est-ce qu'on sait du fonctionnement de notre établissement scolaire sur la thématique des déchets? Voilà, on sait, moi je me souviens, dans la cour, il y a un compost, etc. Et donc là, il n'y aura peut-être pas besoin forcément de cette étape d'enquête. Et enfin, sur l'étape des pistes d'amélioration, finalement, on voit que souvent, en tout cas nous dans les dossiers, c'est ce qu'on voit, souvent les axes de travail identifiés sont en fait la formulation des actions du plan d'action. Donc là, c'est pareil, si vous n'avez pas le temps de bien découper ces 4 étapes, vous pouvez un petit peu
oublier cette étape et vous dire que ça sera formulé au moment de la création de votre plan d'action. Et donc, je l'ai mentionné un petit peu tout au long de la présentation du diagnostic. Le diagnostic, cette étape, en fait, présente vraiment des intérêts pédagogiques extrêmement importants. Et pardon. Il présente des intérêts pédagogiques. Le diagnostic présente des intérêts pédagogiques extrêmement importants. Et donc, comme je le disais tout au long de la présentation, il est important d'impliquer au maximum les élèves, donc en modulant, comme je l'ai dit, selon le niveau de vos élèves, leur autonomie, leur implication, etc. Et donc, en les impliquant dès le début de l'année, vous allez permettre de renforcer leur compréhension des enjeux du développement durable, des enjeux de la thématique que vous avez choisie. Et cette compréhension accrue va vraiment les aider à mieux comprendre les actions qu'ils seront amenés à réaliser ensuite et à vraiment donner du sens à ces actions, à avoir le sentiment de contribuer à une démarche globale, positive en faveur du développement durable et pas seulement quelque chose d'isolé, mais d'avoir vraiment ce sentiment de contribuer à quelque chose de grand, d'important, etc. Et vous pouvez aussi faire le lien, là je dévie un petit peu de ce point méthodologique, mais vous pouvez aussi à ce moment-là, au moment des questionnements, faire le lien avec les objectifs de développement durable si vous voulez encore accentuer cette contribution à une démarche globale en montrant que le projet va pouvoir contribuer à atteindre un ou plusieurs objectifs de développement durable. À travers les différentes étapes du diagnostic, les élèves vont être amenés à se questionner, débattre, échanger, s'organiser collectivement, rechercher par eux-mêmes les questions, les informations pardon, sur le fonctionnement de leur établissement scolaire et leurs pratiques quotidiennes. Ils découvrent aussi les enjeux de la thématique de manière concrète. Ils développent leur curiosité, leur sens de l'observation, leur capacité d'analyse et leur capacité de synthèse. Ils vont également développer des compétences qui sont visées par le référentiel de compétences EDD élaboré par l'Éducation nationale. Donc tout ce qui est expression orale et expression écrite, ils vont s'impliquer dans un travail d'équipe. Ils vont apprendre à échanger, débattre et échanger de façon respectueuse avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées qu'eux. Identifier et expliquer des enjeux de développement durable, expliquer certains effets de l'activité humaine sur l'environnement, pratiquer une démarche d'investigation, voire pour les plus âgés, une démarche d'investigation scientifique, et identifier et justifier les limites des éco-gestes. Ils vont aussi pouvoir jouer un rôle d'ambassadeur auprès de leurs camarades. Donc, ils vont pouvoir recueillir les questionnements de leurs camarades pendant les discussions en classe, pardon, ou au moyen de sondages. Ils vont pouvoir aussi restituer ce qui a été dit pendant le diagnostic. Et donc, encore une fois, l'implication des élèves ne sera pas la même pour tous les élèves. Notamment, il y a une grosse différence entre les élèves du primaire et les élèves du secondaire. Dans le secondaire, on peut vraiment les impliquer davantage, leur donner un vrai rôle moteur pour qu'ils puissent réaliser leurs enquêtes en autonomie, alors qu'au niveau primaire, il faudra sans doute un accompagnement un peu plus important des adultes, notamment pour accéder et collecter certaines informations.
Et donc, ce que vous pouvez faire à vos élèves comme activité, ça peut être un tableau dans lequel vous aurez identifié déjà, par exemple pour des élèves du niveau primaire, dans lequel vous aurez identifié déjà un certain nombre de questionnements. On recommande 2, 3, voire 4 questionnements maximum pour ne pas trop submerger les élèves et pour essayer de concentrer aussi votre énergie et ensuite les actions que vous allez dérouler par la suite dans votre établissement, donc sur quelques questionnements. Donc vous pouvez faire une colonne avec les différents questionnements que vous aurez identifiés sur lesquels il vous semble pertinent de travailler et ensuite proposer aux élèves d'identifier comment ils pourraient enquêter sur ces différents questionnements, donc d'identifier une méthode d'enquête, quelles données ils vont chercher à collecter, comment ils pourraient être impliqués dans le projet et également, à leur avis, quelles compétences ils pourraient développer. Donc là, ce sera vraiment pour du niveau lycée et de quoi ils auront besoin, quels moyens ils vont devoir mobiliser et à qui ils et elles vont devoir s'adresser pour obtenir les réponses. Le premier exemple que je vous propose, c'est l'exemple de l'école Marteniel de Pimpon, donc, qui a réalisé 2 enquêtes. Une première enquête donc avec un travail en classe sur les différentes sources d'énergie et leurs usages, et une deuxième enquête sur le recensement des postes de dépenses énergétiques à l'école par les élèves. Donc, c'était un travail sur la thématique énergie. Et donc, à l'issue de ces enquêtes, ils ont fait 3 constats principaux. Les bâtiments étaient perméables à l'air. Euh, Ils ont fait 3 constats principaux à l'issue de ces enquêtes. Les bâtiments perméables à l'air avaient déjà bénéficié d'une isolation thermique, donc ça c'est un constat positif. En revanche, de nombreux appareils électriques sont utilisés et il n'y a pas forcément d'éco-gestes systématiques de couper les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas en usage. Et également, là, on a un constat plutôt sur de la sensibilisation, donc un manque de connaissance des élèves au sujet des différentes sources d'énergie. Et donc, les pistes d'amélioration sont au nombre de 4. Changer les anciennes ouvertures de l'établissement, éteindre complètement les appareils électriques et non pas les laisser simplement en veille, adapter le réglage des radiateurs et visiter la chaufferie de l'école ainsi que participer à des animations sur l'énergie. Et la deuxième inspiration, c'est l'exemple de l'école maternelle M à Paris, qui a enquêté sur les différents points d'eau de l'école, qui a comparé le lavage de main en laissant le robinet couler et en coupant le robinet. Donc, c'est 2 élèves volontaires qui ont fait cette comparaison et donc en mettant un seau sous le robinet, ils ont pu comparer la quantité d'eau qui est gaspillée quand on laisse couler le robinet, quand on se lave les mains ou quand on le coupe. Et donc, également, une dernière enquête en échangeant avec les élèves sur les notions de cycle d'usage de l'eau. Les constats qui ont été faits, c'est que les mousseurs des robinets ont été mal entretenus et peu performants. Il y a peu de connaissances des élèves qui sont liées à l'eau sur le cycle et leur utilisation. Et les élèves peuvent diminuer leur consommation d'eau en se lavant les mains. Donc les élèves, en plus de cette expérience de comparaison de lavage de mains, ont été interrogés sur leur pratique. Est-ce que d'habitude, ils laissent couler l'eau ou pas? Donc là, on voit des exemples d'enquêtes qui sont vraiment adaptés au niveau des élèves de maternelle. Donc là, on ne va pas parler de calculer des volumes en litres, etc., de pourcentage d'augmentation, etc. C'est vraiment visuellement, ils vont voir directement la quantité d'eau qui va être dans la bassine ou dans le seau et ça va vraiment leur parler directement. Et donc, les pistes d'amélioration qui ont été élaborées à l'issue de ce diagnostic,
Ça va être soit de nettoyer les mousseurs existants ou d'acquérir de nouveaux mousseurs. Donc là, on se doute que ça va être une action qui va être menée plutôt par les adultes. Pour développer les connaissances des élèves, il va y avoir des actions d'études du cycle de l'eau en atelier de sciences. Une campagne contre le gaspillage d'eau potable qui va être menée avec notamment des affichages, de la sensibilisation, etc. Et également un affichage spécifique pour encourager les élèves à couper l'eau lorsqu'ils et elles se lavent les mains. Et donc, en bref, pourquoi réaliser le diagnostic? Ça permet de comprendre la situation initiale de l'établissement scolaire. Ça va vous aider à construire votre plan d'action, à choisir des actions qui sont cohérentes, qui sont pertinentes par rapport à votre établissement scolaire en particulier. Ça va permettre d'enrichir les élèves, les connaissances des élèves et développer leurs compétences de façon ludique et concrète. Et ça va aussi permettre d'impliquer activement les élèves dès le début du projet et ils comprendront encore davantage les raisons du choix des actions qui sera fait par la suite. Et donc, encore une fois, petit rappel, on vous recommande de réaliser le diagnostic au premier trimestre ou à minima avant d'établir votre plan d'action. Et donc, les critères de labellisation pour le niveau bronze. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le diagnostic en 4 étapes n'est pas nécessaire dès le début de votre démarche. Vous pouvez, pour un niveau bronze, vous contenter d'établir des constats sur la situation de l'établissement. La seule contrainte, c'est qu'il faut que ces constats soient réalisés de façon collective. Donc, il faut que des élèves soient impliqués, d'autres adultes, etc. On voit que ce n'est pas une personne seule qui porte le projet. À partir du niveau argent, là, on va demander un diagnostic complet avec au moins une enquête, un partage de plusieurs constats, donc au moins 2 constats et de plusieurs pistes d'amélioration, donc au moins 2 pistes d'amélioration. Et on va demander aussi à ce que les élèves aient participé à la réalisation du diagnostic, là où pour le label bronze, c'était facultatif. Et donc, sur votre espace établissement, dans les rubriques de votre dossier de labellisation, il faudra renseigner les constats que vous avez établis pour le niveau bronze et ensuite, à partir du niveau argent, renseigner quelles enquêtes ont été réalisées, les pistes d'amélioration réalisées et joindre au moins un compte-rendu d'enquête. Il faudra également détailler comment les élèves ont été impliqués, lesquels ont été impliqués, enfin, en tout cas leur nombre, etc., etc. Et donc, les outils qu'Ecoécole a créés pour le diagnostic sont au nombre de 4, en tout cas les 4 outils principaux, les 4 outils phares pour l'étape diagnostic. Donc, il y a bien sûr le manuel d'accompagnement, qui est composé de différentes parties, dont une partie consacrée au diagnostic et avec notamment ce qu'on appelle, nous, les clés de compréhension des enjeux qui va permettre d'aider les élèves à s'interroger sur les différents enjeux globaux liés à la thématique. Nous avons, donc c'est affiché à l'écran, les fiches questionnement thématiques. Donc là, il y a une fiche questionnement par thématique pour vous aider à réaliser l'état des lieux de votre établissement scolaire sur la thématique donnée. Donc là, à l'écran, vous avez les exemples de questionnement sur les déchets pour réaliser le diagnostic. Et donc, c'est divisé en différents enjeux. Donc, on a sensibilisation et information, connaissance des déchets produits dans l'établissement, gestion des déchets, refus des déchets inutiles, réduction et réutilisation. Et il y a d'autres rubriques au verso. Et donc, pour chaque rubrique, vous avez en fait une sélection de questions à vous poser. Et ensuite, c'est à vous d'aller piocher un petit peu dans ces différentes questions. Vous n'êtes pas obligé de toutes vous les poser. Vous pouvez choisir celles qui vous paraissent les plus pertinentes. Vous avez également des fiches outils, donc des fiches enquêtes qui vont détailler les différentes méthodes d'enquête et qui vont vous proposer des méthodes pour les mettre en œuvre et qui sont des clics qui sont adaptés à tous les niveaux et donc qui vont vous proposer vraiment un petit déroulé, voilà,
de quoi vous allez avoir besoin en amont, le jour J, comment vous allez vous y prendre, et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire des résultats qui ont été obtenus. Donc, il y en a pour chacune des 4 méthodes d'enquête. Alors, je vais passer un petit peu rapidement cette partie de témoignage. Vous n'avez pas raté le témoignage en direct de monsieur Roche lors du webinaire du mois de novembre, puisque en raison du décalage horaire, monsieur Roche n'avait de toute façon pas pu témoigner en direct. Donc, on avait fait une retranscription de son témoignage avec la collègue avec laquelle j'animais le webinaire. Vous avez à l'écran sur le PowerPoint l'ensemble des informations de l'échange que nous avons eu avec monsieur Roche. Donc, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous résumer la situation, et puis ensuite vous pouvez mettre pause pour lire vraiment la retranscription de l'interview. Et donc, pour vous rappeler un petit peu le contexte, à la suite d'une houle cyclonique, le Motunono, donc c'est un îlot corallien qui est situé à proximité du collège de Taravao à Afaiti en Polynésie française, avait été dévasté. Donc là, on voit sur les photos, en décembre 2023, un magnifique îlot avec des arbres, etc. Et ensuite, en février 2024, il reste 2 pauvres arbres. En fait, tout a été emporté par la tempête. Et donc, les élèves ont proposé, enfin, monsieur Rache a proposé aux élèves de s'engager dans la restauration de cet îlot corallien. Le collège Taravao est un collège qui est inscrit au programme Éco-École depuis 2019, qui a été labellisé déjà 4 fois, qui a travaillé notamment sur la thématique du climat, la thématique de la biodiversité et la thématique de la santé. Et donc, ce projet Éco-École permet vraiment de fédérer les élèves, fédérer également les personnels éducatifs qui sont impliqués dans le projet. Les élèves gagnent beaucoup en autonomie. Ils sont vraiment systématiquement sollicités, notamment sur des aspects créatifs, des aspects de réflexion, etc. Et puis, ils sont amenés à vraiment développer leur sens de travail en équipe et développer aussi leur sens civique, leur engagement citoyen. Et donc, pour vous résumer dans les grandes lignes ce projet de restauration de l'îlot corallien, donc c'est l'objet en fait d'un partenariat avec une société ornithologique polynésienne. Et donc, l'objectif, c'était de restaurer cet îlot corallien pour le remettre dans l'état le plus proche de celui dans lequel il était avant la tempête. Et donc, ils ont été aidés, les élèves ont notamment été aidés par un botaniste d'une association locale pour pouvoir dresser l'inventaire des espèces présentes sur le site. Les élèves, c'était les éco-délégués du collège qui ont vraiment adopté une démarche scientifique en faisant en amont des recherches documentaires pour connaître les plantes en fait locales. Donc, ils sont allés faire des recherches sur Internet, ils sont allés interroger les habitants locaux, etc., pour savoir un petit peu quels arbres, quelles plantes étaient présentes avant la tempête sur l'îlot. Ensuite, ces recherches ont été complétées par une enquête directement sur les lieux. Donc, il y a eu des photos qui ont été prises par drone pour pouvoir un petit peu cartographier l'îlot. Et puis ensuite, le botaniste, accompagné des élèves, sont allés chercher les informations, recueillir des échantillons, etc. Et donc, à partir de cet exercice-là, ils ont pu identifier un certain nombre de plantes prioritaires
à réinstaurer dans l'îlot, et donc ils ont pu participer aux plantations. Donc en amont, ce sont les élèves qui ont fait une collecte en fait de plantes auprès de riverains, etc., qui ont fait des dons. Ils ont créé une petite pépinière pour cela. Et ils sont ensuite participés à des plantations. Il y a des enseignants aussi qui ont participé à des plantations sur place. Et donc, ça a vraiment fédéré beaucoup de personnes, des riverains, des associations, etc. Et donc, ça a été notamment également relayé dans un journal local. Et ce projet, ce qui est intéressant également, c'est qu'il s'est accompagné d'un projet, donc ce projet de biodiversité s'est accompagné également d'un projet culturel avec une vraie démarche artistique qui a été menée par les élèves, donc accompagnés par un enseignant d'art plastique, et qui ont en fait créé un spectacle pour présenter en fait cette démarche de restauration de l'îlot. Ils ont rédigé des discours en tahitien. Ils ont composé des chants, créé des décors pour leur spectacle. Ils ont fait des danses en tenue traditionnelle, etc., etc. Et donc, ils ont intégré ce spectacle dans le cadre d'un festival local, et qui a vraiment permis de faire le lien entre ce projet environnemental et un projet culturel, et donc qui a contribué à renforcer la cohésion entre les élèves, mais aussi entre les élèves et les personnels enseignants, et puis tous les différents partenaires qui ont pu contribuer à cette belle aventure collective. Voilà, je vous remercie d'avoir consulté ce replay. J'espère que vous repartez avec des réponses aux questions que vous pouviez vous poser sur le diagnostic. J'espère que les exemples de projets vous ont plu, vous ont inspiré, et que cette étape du diagnostic, qui peut être un petit peu intimidante de prime abord, n'a plus de secret pour vous désormais.